Certains ont voulu, au regard de l'échec actuel de l'opérationnalisation politique, que le parti soit comme l'administration. Et vous verrez que dans la plupart des mandataires ou des porte-parole de ce parti, où je peux me vanter d'avoir été le collaborateur du chef de l'État en tant que membre du comité central, article 17 d'instance qui dirige le parti, nous avons voulu apporter une impulsion afin d'amener les différents cadres, parce que le parti a deux types d'organes. Les organes de base, cellules, sous-sections, comité de base, cellules, sous-sections et sections, et les organes centraux, comité central, bureau ou ROR. Et nous avons donc voulu, et je termine là-dessus, que le parti ne soit pas comme dans l'administration, parce que l'administration est hiérarchisée. Là-bas, il y a une hiérarchie. Eh bien, pour rendre peut-être hommage à cette maman, parce que je me rappelle encore, lorsqu'ils sont partis du congrès de Bamenda, où elle était membre de cette délégation, le soir, je me retrouvais à la maison. Christian Kouatoubi, premier secrétaire général de la présidence, est arrivé. François Sengako, cousin germain à mon père, est arrivé, qui était membre du bureau politique. Il a dit à maman Nameya. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en Béti, à maman Mayoun. Je pleure. Et en français, je pleure. Et maman qui était parmi, avec les Anglais, les pionniers de ce parti. Si je vous dis que ma mère a parrainé des gens comme les Jacques Famendongo, vous n'allez pas me croire. Mais c'est elle qui m'a fait connaître ça, Famendongo. C'est elle qui m'a fait connaître ça, c'est elle qui m'a fait connaître le chef de l'État. Mais ce qui va vous surprendre. Et vous sortirez par là. Et je sors par là. Pour comprendre les problèmes aujourd'hui de ce parti, où j'adore l'idéologie, mais pas les hommes qui l'animent. Elle a dit, quand nous sommes arrivés à Bamenda, Papa Senga a dit que voilà la liste que j'avais. Les militants qui ont connu l'UNC, qui ont soutenu Ahidjo. Mais quand nous sommes sortis du congrès de Bamenda, les équipes ont mis en place deux catégories de personnes. Des intellectuels, vous allez voir que beaucoup de gens sont entrés, les Joseph Ouna, les Mataga, les machins. Donc, à Bamenda, on a mis de côté la base que Ahidjo avait laissée. Je me rappelle, ma maman était chargée de mission auprès de l'OFUNC de Tchanga. Elle était première chargée de mission, Madame Tchanga Delphine, qui était présidente nationale de l'OFUNC. Senga dit, voilà, on a mis les intellectuels, un. Et de deux, on a mis les séminaristes. Donc vous comprenez donc que l'intention d'affermir l'État, comme nous le voyons aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu hiérarchiser, d'ailleurs, écouter tout ce qui parle au nom du parti. Moi, mon frère et mon père et ami Jacques Famendongo peut témoigner que je leur disais que dans un parti, on ne parle pas de discipline du parti. La discipline est administrative. Merci. Parce qu'au sein du parti, quand on parle du parti, là-bas, tout le monde est égal. Et du coup, comme ils l'ont bureaucratisé, on a bureaucratisé l'administration. Aujourd'hui, le président de la République, mon maître politique, se retrouve avec un vélo politique sans guidon. Merci, professeur catéchiste. Aujourd'hui, la grande question que les Camerounais se posent est celle de savoir est-ce que l'Église catholique, de manière globale, a tourné le dos à Paul Biya? Bon, vous savez, j'ai toujours opposé aux réponses des journalistes des réponses claires. Et même lorsque j'étais dans les réunions fermées du comité central, je crois que des aînés comme les Grégoire Ouna me suivent, les gens Couetté, etc. J'avais pris pour habitude de dire ce que je pensais qu'on pouvait faire pour le parti. Et j'ai encore en mémoire la dernière réunion du comité central, et d'ailleurs présidée par le chef de l'État. Il avait posé un problème. Le bureau politique n'était pas complet. Alors avant d'ouvrir la réunion, le chef de l'État, il avait tous les membres du gouvernement avec le comité central. Il dit, mais écoutez, mes camarades, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on propose les gens ou on continue? Alors personne n'avait la bouche. J'avais pour voisin de salle mon frère et mon ami Edgar Alain Mobongo. Moi j'ai levé la main. Mobongo me dit, hey. Mais j'ai levé la main.
Et j'ai dit non, camarade. Il avait peur de quoi? Je ne sais pas, mais toujours est-il que personne n'a parlé, mais moi j'ai levé la main, j'ai dit non, camarade, grand camarade, excellent monsieur le président, moi je crois qu'on peut continuer le temps de compter et de voir comment on peut compléter ce bureau. Alors le chef de l'État a estimé que, il a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, personne n'a parlé, et le président a dit on peut continuer, donc comme ça on valide l'état des membres du bureau politique. Donc ça vous dit que les gens qui parlent aujourd'hui du président Paul Biya le connaissent très mal. C'est un homme agréable, c'est un homme ouvert, c'est aussi comme tout homme politique un calculateur. C'est pourquoi je vais faire une observation avant de répondre à votre question. Dieudonné Somba, c'est mon oncle maternel. Mais il a un point où il a dit, je ne suis pas du RDPC, moi on m'a chassé illégalement, mais dans le cœur, personne ne peut m'enlever Paul Biya. Il a dit, est-ce que ces gens du RDPC arrivent eux-mêmes à dire ouvertement qu'ils soutiennent le chef? Oui. Lors du 6 novembre, moi j'ai compté sur les 377 sections qui célébraient le 42e anniversaire. Je vous assure que 376, il y a deux, nous ne sommes pas pensés, on dit c'est notre candidat. Et c'est pourquoi je vais dire que même si cette observation est nécessaire, vous m'avez posé maintenant la question en tant qu'universitaire et un homme engagé dans ce parti idéologiquement qui est porté quand même un soutien de formation aux uns et aux autres, vous posez la question de savoir est-ce normal? Bon, rappelez-vous tout à l'heure en entrant, moi je ne suis pas comme certains intellectuels qui, le papa est dans le parti, lui il est dans l'opposition, la maman, le mari est dans l'opposition, la femme est dans le parti. Moi, j'ai suivi mes parents qui ont soutenu le président Ahidjo et qui ont soutenu le chef de l'État. Et pour répondre à votre question, est-ce normal? Est-ce que l'Église catholique a tourné le dos au président? Voilà. Et c'est là où il y a une cacophonie incroyable qui me rappelle Bamenda. Vous rappelez, vous verrez le lien. J'ai techniquement expliqué que malheureusement à Bamenda, on a fait un ramassis des professeurs qui sont bien après entrés de Bamenda à nos jours comité central. Et ce que vous avez appelé les séminaristes. Professeur Famendongo, qui n'était pas un militant à la base. Professeur Mbouy, qui n'était pas un militant à la base. Professeur Ndembiye, mais qui n'était pas un militant à la base. Je les connais tous. Je vous dis, ils sont pleins parce qu'on a intellectualisé et bureaucratisé le parti. Mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis modéré. Par contre, pourquoi je parle de cacophonie? Moi, le ministre Grégoire, on n'est plus qu'un père. Moi, quand j'étais le père, moi j'étais le boy du parti à Paris. C'est moi qui les conduisais. C'est moi qui louais l'hôtel, les hôtels quand les délégations arrivaient sur Ndoumba, notamment quand les Ndoumba sont arrivés. Christophe Mion, donc c'est M. Ndoumba qui va la présenter. Et pour répondre à ma question, écoutez, vous verrez le lien. Vous allez voir. Vous verrez le lien. Je vous demande, bon, je vais être un peu plus court pour répondre à votre question. En fait, ceux qui critiquent l'Église ne comprennent rien. Vous comprenez, vous m'amenez à écouter. Ils n'ont pas de culture, comme je vous parlais de Bamenda, où on a poussé des intellectuels et des bureaucrates dans le parti. Vous voulez dire que ces intellectuels ont intellectualisé le alors parti? Ils sortent et bavardent parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Ils n'ont pas été préparés. Regardez aujourd'hui, vous savez, hier soir, on prépare ces obsèques, je n'aimerais pas trop parler de ça ici. J'ai passé 3 heures de temps avec Jean-Jacques Ekindi. Tu dois probablement nous suivre. 3 heures. C'était le deuil. Mais Jean-Jacques Ekindi et moi avons passé 2h30 à parler de l'échec, de la capture du parti par les fonctionnaires. D'ailleurs, j'ai eu un petit souvenir. Regardez un parti où vous avez un membre du bureau politique comme Chouès. Chouès, quand maman Chouès m'a appelé que mon fils, regarde ce qu'on a fait, on ne m'a pas investi. Et même chose pour Tobo. Bon, hier encore, Ekindi et moi, nous avions un échange. Il est évidemment resté un militant de base, c'est admirable. Et on disait que, mais dans quel mouvement politique au monde un membre du bureau politique peut être éliminé
dans les primaires pour être sénateur. Tu as pleuré comme ça. Tobo pleure. Tobo, et puis j'étais aussi chez Tobo, mais il était déjà couché même ce matin. Bon, je vous répondre à cette question que les gens qui pensent que l'Église, sa place à l'Église, ils n'ont pas de culture des sciences de l'État. Quand on parle des sciences de l'État, c'est les gens qui ont fait sciences politiques, sociologie politique ou philosophie. Ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de culture de deux. Ils n'ont pas de culture politique. Pourquoi? Dans le monde, je mets quiconque au défi. Là, j'aborde ma touche de professeur de sciences juridiques et politiques. Comme il démontre qu'il y a un seul État au monde qui n'ait pas été construit sur l'influence de l'Église. Lorsque vous allez même chercher 10 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire l'Antiquité gréco, même pas l'Égypte pharaonique, avant l'Antiquité gréco-romaine, mais ce sont les scribes et les vizirs, ceux qui nous écoutent et qui sont un peu initiés dans les sciences de l'État savent que les vizirs c'était des prêtres égyptiens. C'est eux qui influençaient les pharaons. Lorsque vous voyez l'ère précolombienne, mais attendez, les chamans, c'est eux qui influençaient la construction de l'État. Maintenant, prenez les 3 temps de la science politique. L'Antiquité gréco-romaine, l'époque contemporaine, et l'époque médiévale et l'époque contemporaine. Mais écoutez, mais c'est l'Église qui a construit l'État occidental. Parce que j'ai entendu même certains pousser leur analphabétisme politologique en disant que l'État ne fait pas la politique, mais l'Église c'est la politique. Je vous montre pourquoi, malgré ce deuil et la souffrance que j'ai dit non, je viens sur le plateau parce que les dérapages en sont déjà trop. C'est comme si on n'a pas d'intellectuels dans ce pays. C'est l'Église partout qui a construit l'État. D'ailleurs, lorsque vous prenez un excellent ouvrage, parce que j'ai été pendant 20 ans à la Sorbonne, et même ici professeur d'une discipline qu'on appelle Histoire des idées politiques. Chez les Français, je leur enseignais l'histoire des idées politiques chez eux. On a les 3 temps, Antiquité gréco-romaine, époque médiévale, époque contemporaine. J'ai un ouvrage que je vulgarise souvent pour parler du rôle du religieux. Et je vais terminer par là. Vous savez que lorsque vous regardez l'État occidental moderne, l'ouvrage c'est celui de la Cité de Dieu, Saint-Augustin et la Cité de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre qu'en fait, la construction de la cité est assise sur 2 piliers. Et je le dis avec autorité. Le premier pilier, c'est l'État religieux implicite. L'état religieux implicite. C'est-à-dire que, il dit, tous les États sont religieux. Parce que dedans, il y a la vertu, il y a la morale, il y a l'éthique et tout ce que nous connaissons. Et dans un deuxième champ, il parle de l'état religieux explicite. Alors quand j'étudie avec ces enfants que j'ai formés en sciences politiques, aux Antilles, en France, au Cameroun, à l'Irique et ailleurs, mais je leur dis que, mais je vous mets au défi, prenez les Nations Unies. Lorsque vous prenez les 194 États des Nations Unies, après je demande que ceux qui critiquent là n'ont rien compris, vous allez remarquer que l'état religieux implicite existe parce qu'il y a des États religieux. L'Arabie Saoudite, République islamique d'Iran, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi les gens bouchés, des gens impréparés, ne veulent pas comprendre, veulent rendre davantage d'autres sourds ou idiots. À lyrique, avec autorité. Mais dans l'amphi, on les met dans les poches. J'ai souvent dit à mes étudiants, écoutez, nous sommes dans l'état religieux explicite. C'est 194 États des Nations Unies, pour 2 raisons. 1. Je démontre que lorsqu'un président de la République est élu, il prête serment. C'est l'état religieux explicite. Il prête serment. Sur quoi? Soit sur la Bible, soit sur le Coran. Et vous voyez que les gens viennent critiquer les prélats. Oui. Et je vous explique quelque chose. Comment on a construit l'État. Vous avez compris? Bon, vous comprenez, il faut. Vous nous obligez de venir faire ici l'éducation populaire. Bon, maintenant, deuxième élément. Je vous prends le serment. Le serment renvoie à cela.
On a dit pour Nous sommes dans le serment. de serment. C'est religieux. Et les gens critiquent le prélats. Les gens impréparés, ajoutons cela. Mais le dernier exemple, lorsqu'on parle de l'État religieux implicite, au-delà du serment, vous allez constater que les 194 États des Nations Unies reçoivent comme ambassadeur le nonce apostolique. Si vous voulez que je me taise, je vais me taire. Allez-y, allez-y. Je vous dis bien que les 194 États des Nations Unies reçoivent comme ambassadeur le nonce apostolique. Ça veut dire que ces États ont adhéré, qu'il y a une dynamique. Donc, ramener à nos prélats, ramener à leur position, elle est normale. C'est un sentiment. Même si pour la chuter, je vais quand même vous dire que je suis un peu étonné aussi quand je vois nos compatriotes de l'opposition brailler. Paul Biya peut dire ce qu'il veut. Les prélats, on me dit qu'ils ne veulent peut-être pas que le président soit. Il prépare qui? Qui prépare le chaos? Est-ce des gens qui disent au quotidien que Biya doit partir? Entre-temps, on ne sait pas où ils vont aller et qui vont présenter? Ou alors réfléchir, comme nous les biaïstes, on a eu le courage, on a donné une liste de 13, en disant que bon, le président lui-même nous a dit, il peut partir comme il peut ne pas partir. Encore que pour ceux qui ont une oreille pour entendre, je ne partage pas du tout le discours de 90% des analystes qui ont dit, je vais servir, je vais rester. Non, 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 non. Le président Paul Biya est un dribbleur. Quand j'ai écouté ce discours, je vous confirme ici, et ça, là c'est du point de vue du professeur, que le président est en train de nous dire de nous préparer. Il a fait son bilan. Moi, l'interprétation que j'ai du discours du président Paul Biya, voilà mon bilan. J'ai dit que je vais servir, je sers toujours, je suis toujours prêt à servir. Mais, et, oui, dis-moi pour servir. Bon, ils ne connaissent pas. À la surface de réparation. Et à la fin, il dit, voilà le problème que j'ai tenté de combattre. Je rejoins Émile quelques-uns, la corruption. Il a indexé quelques champs sécuriels qui bloquent. Au lieu que nous, parce que je suis biaïste, je coordonne le mouvement le plus populaire du Cameroun en matière de soutien au chef de l'État. Mais asseyons-nous. Et respectons le président qui nous dit, je peux partir. Ou alors je verrai si je peux me reposer au village. Mais vous voyez des gens se lever. Et puis d'ailleurs, regardez même dans les télévisions ce soir et ailleurs, ceux qui veulent rester, c'est des gars qui ont 20 ans de poste de ministre, 15 ans de poste de directeur, 30 ans de poste de ceci. Mais c'est sauvage. D'accord. Mais ils n'ont plus de crédibilité, de croissance politique. Il faut enfin que les intellectuels comme nous, tous, quand j'écoute le mot jeu, je suis heureux. Je pense qu'à un moment donné, ne nous laissons plus faire. Disons à ces gens, taisez-vous. Les prélats sont dans leur rôle.